J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va très bien. Merci à toi pour l'invitation. Ben, avec plaisir. Est-ce que, avant que l'on parle du coup de roadmap, de développement business, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Alors, je m'appelle Claire Vitou, je suis coach en organisation, structuration et efficacité slash gestion du temps pour les entrepreneurs. Et donc, mon job, c'est d'accompagner les entrepreneurs à, bon, bah, je pense que tu as compris, organiser leur business, organiser leur temps, être plus libre en fait de leur temps. Et donc, du coup, je les aide à mettre en place des process, déléguer, systématiser, automatiser, enfin bref, mettre de l'ordre dans le chaos, on va résumer ça comme ça de manière un petit peu générale. Je partage des conseils sur tous ces sujets sur mon podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination. Et à Mhm. quoi ressemble mon quotidien? Vaste question, puisque mon quotidien n'est pas si routinier que ça. Donc, en gros, je partage ma vie entre Paris et là, tu vois, au moment où on enregistre, je suis à la campagne. Mhm. Et voilà, à quoi ressemble mon quotidien. Est-ce que tu arriverais à te définir autrement qu'en étant entrepreneur ou pas? C'est une question que je me pose assez souvent parce que j'ai des espèces de... J'ai un peu une vision de ce truc-là comme un élastique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de me définir justement autrement que comme entrepreneur et donc je vais aller gratter de ce côté-là et me poser toutes ces questions qui sont, je pense, très importantes à se poser mais qui sont pas si faciles que ça à Mhm. répondre au final. Complètement. Et puis il y a des moments où du coup les choses se resserrent et je suis beaucoup plus focalisée sur mon business. Mais je pense qu'en dehors de mon business, je suis quelqu'un d'assez créatif. J'adore les activités manuelles, j'adore bricoler, tu vois. Là, ce que je Mhm. disais, je suis à la campagne. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir retaper une maison dans son ensemble, donc je vais pouvoir bricoler et tout, donc ça me fait kiffer. Voilà, je suis quelqu'un d'assez simple, enfin je suis vraiment the girl next door, comme beaucoup de gens je pense, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir ces à côté et le fait de pouvoir aussi sortir un peu de la tête du business, est-ce que ça fait partie aussi de son développement? Comment est-ce que tu définirais cette notion de développement business? Alors, le développement business, je pense qu'en fait, il y a un peu deux paramètres sur le développement de business. T'as le développement de l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on va être en croissance ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être en croissance pour se développer, mais il y a le développement du business en tant que tel. Et après, derrière, il y a le développement de l'humain derrière le business. Mhm. Et ça, pour moi, c'est un paramètre qui est hyper important. Et en effet, dans ce cadre-là, le fait d'avoir du temps en dehors de son business et de la bande passante de cerveau aussi en dehors de son business, parce que avoir du temps, c'est bien, mais si on a la tête dans le business, c'est pas la même chose que si on est vraiment en train de couper. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important et je remarque, tu vois, chez des entrepreneurs que j'accompagne en coaching et qui, justement, pendant très longtemps ne se définissent qu'avec leur business et qui sont focus que sur le business pendant très longtemps. Mais on parle de business, ça marche aussi pour les gens qui sont salariés en vrai, hein, mais qui sont Complètement. très focus sur le travail et pour qui cette valeur-là est très, très présente. En fait, au bout d'un moment, quand on néglige l'à côté, Mhm. on se rend compte que on perd en fait le contact avec les choses qui nous animaient en dehors de notre travail, justement, et qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué de prendre ce temps à côté parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce temps-là. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu n'as plus vraiment de passion, quand tu Mhm. n'as plus vraiment d'activité en dehors de ton business, bah, le par défaut de comment est-ce que tu vas remplir ton temps, c'est le travail parce qu'il n'y a que ça qui a suffisamment de sens et qui te, tu vois, Mhm. te nourrit suffisamment. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Après, enfin, chacun voit midi à sa porte et il n'y a pas de jugement pour les personnes avec que ça épanouit. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, la vie, ça marche un peu en cycle. Et je pense que tu peux passer par des cycles où du coup, tu vas être très focus sur ton business et il n'y a que ça. Et si ça t'épanouit, bah why not? Je pense qu'il faut être attentif et attentive au moment où tu vas potentiellement basculer dans un autre cycle et où tu vas avoir besoin de te reconnecter avec d'autres choses en dehors de ton business. Et c'est là que souvent bah, c'est un petit peu compliqué, ça peut être un petit peu douloureux. En tout cas, c'est pas forcément très simple, c'est Mhm. pas si naturel que ça. Complètement. Et du coup, ça peut être utile de se faire accompagner, mais pas forcément sur des questions de gestion du temps. Pour moi, c'est plutôt des. Enfin, tu vois, si on est vraiment. Si le sujet, c'est j'ai pas du tout de vie personnelle et je sais même pas quoi faire de ma vie personnelle, Mhm. presque, j'ai envie de dire, le sujet organisation, il arrive après. Le premier sujet, c'est bah, de quoi est-ce que tu as envie de manière générale, tu vois. Ouais, cette connaissance de soi est très difficile et tous les mots que tu as dit ont résonné très fort, puisque c'est vrai que pendant longtemps, moi, il n'y avait que le business. Et c'est vrai que maintenant, j'aime bien poser cette question aux entrepreneurs, qu'est-ce qui vous définissent au-delà du business?
Parce que je suis Ouais. moi-même dans cette quête de savoir, Marine, qui est Marine? Qu'est-ce que Marine va faire en dehors de juste du travail? Et c'est vrai qu'au début, tu es un peu face à toi-même et tu te dis, là, j'ai rien à faire, je me fais chier et je ne sais pas quoi faire. Et du Ouais. coup, tu luttes pour ne pas travailler parce que tu sais que ton cerveau en a besoin, que ton développement en a besoin aussi, que tu décharges, mais tu ne sais pas quoi faire. Et cette fameuse connaissance de soi, elle est assez compliquée à vivre. Tu parlais justement de développement business et du fait que c'est pas forcément que augmenter son chiffre d'affaires, etc. Est-ce que tu peux creuser un petit peu plus cette idée? Parce que je pense que c'est vraiment une idée reçue que l'on a de se dire, j'évolue à chaque fois que je fais grandir mon chiffre d'affaires. En fait, je pense que le chiffre d'affaires, c'est le premier indicateur qu'on met en place dans une entreprise, notamment quand on démarre, et ce qui est assez logique, parce que quand on démarre, on va être dans une logique de j'ai besoin de sortir du mode survie, c'est-à-dire j'ai besoin de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir me rémunérer correctement. Donc, par défaut, c'est déjà l'indicateur le plus facile à suivre, l'indicateur le plus évident, et puis c'est aussi malgré tout, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans un mode de fonctionnement en termes de société, tu vois, qui valorise cet indicateur d'argent, de rémunération, etc. Donc, c'est le premier indicateur qu'on met en place. Et du coup, on va avoir tendance à prendre presque ce seul indicateur comme un indicateur de développement. Or, pour moi, il y a d'autres axes de développement dans un business. Et notamment quand on commence à sortir de cette zone de survie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on génère suffisamment de chiffre d'affaires pour se rémunérer et pour vivre de son business, c'est-à-dire couvrir ses besoins personnels avec son business, et ben on va avoir d'autres axes de développement. Développer un business, ça peut aussi être structurer les offres, ça peut aussi être choisir de faire un switch de business model, tu vois. Et en fait, c'est une autre manière de se développer. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires directement, mais tu vas peut-être aller vers un business model qui te correspond mieux, qui va justement te libérer du temps. Il peut aussi y avoir, en fait, il y a plein de leviers internes de développement qui sont un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. C'est des choses qui sont pas forcément hyper valorisées ou valorisables en termes de communication et que du coup, on ne voit pas non plus chez les autres, mais qui pour autant existent. Donc pour moi, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur nécessaire parce que à un moment, c'est ça qui fait tourner le business et c'est ça qui nous fait vivre. Mais Mhm. il y a d'autres indicateurs à prendre en compte et se développer en termes de business, ça peut aussi être changer son positionnement, ça peut aussi être réussir à trouver un équilibre justement pro-perso qui nous convienne. Enfin, en fait, il n'y a pas que l'indicateur chiffre pour moi dans une entreprise. Complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi en 2024, j'estime que mon business a évolué et s'est développé, non pas parce qu'on facture plus ou quoi que ce soit, parce que je ne regarde plus autant ces chiffres qu'avant, donc cette fameuse zone de survie, comme tu le disais très bien, mais plus de se dire, en fait, j'ai pas travaillé ce week-end ou j'ai fermé l'ordi à 18 h, tu vois. Bon, Ouais. ça, c'est très rare de fermer à 18 h la journée, mais en tout cas, le week-end, je travaillais tout le temps. Et du coup, le fait de se dire, je ne travaille plus, pour moi, ça reste aussi une évolution de, on a mis en place les bons process durant la semaine pour que ça se passe bien et pour que je n'arrive pas le samedi et le dimanche ou avec des tâches en retard ou avec du stress de me dire, je m'oblige à travailler pour être sûre que je vais passer mon week-end de manière sereine. Pour ça, moi, j'ai utilisé une technique qui va être le sujet d'aujourd'hui, qui est du coup la roadmap. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une roadmap? Alors pour moi, une roadmap business, c'est en fait un plan stratégique que tu vas faire sur une période donnée. Et du coup, sur cette période donnée, tu vas te donner des objectifs et tu vas organiser en fait des projets ou des activités, des tactiques, entre guillemets, pour atteindre tes objectifs. Donc, par exemple, on parlait justement de chiffre d'affaires là, et c'est souvent le premier truc qu'on pose en objectif de l'année. On se dit, OK, quel chiffre d'affaires est-ce que je veux faire cette année? Le premier entrepreneur qui me dit, non, moi, c'est pas le premier objectif que je me pose, venez, on va se battre. Mais clairement, dans 99,9% des cas, on pose un objectif de chiffre d'affaires qui peut aller avec d'autres objectifs type, bah, je veux maintenir mon chiffre d'affaires, mais avoir plus de temps, par exemple. Mhm. Et du coup, la roadmap business, ça va être en fait la traduction de cet objectif en projet et en habitude, en tactique que tu vas du coup déployer et que tu vas organiser dans le temps. En gros, l'idée, c'est de dire, il suffit pas d'avoir un objectif pour l'atteindre. Il suffit pas d'avoir un objectif qu'on va appeler SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et puis temporellement défini pour l'atteindre non plus, parce que je peux très bien dire, je veux faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires cette année. Bah en fait, en soi, mon objectif, il est smart, mais ça ne veut pas dire que j'ai les ingrédients pour l'atteindre, tu vois. La roadmap business, c'est ce qui va justement, c'est la recette qu'on va mettre en place pour se dire, OK, bah, premier trimestre, je vais me concentrer sur
tel sujet, tel projet et je veux générer X de chiffre d'affaires. Mhm. Deuxième trimestre, je vais me concentrer sur tel sujet et je vais générer Y, etc. Et donc, en fait, tu prends, entre guillemets, l'éléphant, c'est-à-dire tes objectifs, et tu vas le découper en plus petits morceaux. Et au lieu de devoir tout manger d'un coup, bah, tu vas faire en sorte que tes objectifs ils soient vraiment réalistes et pour le coup atteignables parce que tu vas tout simplement organiser ton action dans le temps. Et le fait du coup d'avoir ça en papier, parce que du coup, je sais que probablement vous avez déjà vu ou entendu parler de la roadmap, ou si c'est pas le cas, je vous invite à aller sur Google, il y a mille et un modèles de roadmap. Euh, mais c'est très théorique de base, c'est-à-dire que on Ouais. prend ce qu'on veut, on pose des actions qui vont nous mener à ce fameux objectif, mais en pratique, généralement, ça peut être un petit peu plus difficile à mettre en place. Euh, Comment est-ce qu'on l'appréhende? Comment est-ce qu'on pose les bonnes actions? Parce que tu le disais très bien, on peut vouloir facturer 1 million, mais au final ne pas avoir les ressources pour y arriver. Quand bien même c'est un objectif qu'on a en tête, on va poser les actions pour et les actions ne sont pas en adéquation avec notre réalité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette corrélation entre la vraie vie et ce qu'on veut réellement? Pour moi, c'est vraiment une histoire d'aller-retour. C'est-à-dire que tu poses un objectif, tu vas te demander, OK, quels sont les projets, quelles sont les actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire quelle est ma stratégie derrière. Donc, si on dit, par exemple, je veux générer X 1000 € de chiffre d'affaires cette année, je vais pouvoir me demander, OK, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif? Et donc, généralement, là, si on prend en l'occurrence un objectif de chiffre d'affaires, la première étape qu'on va se donner, c'est, bon, déjà, est-ce que mon objectif, il est réaliste par rapport à ce que j'ai déjà généré, tu vois, sur les années précédentes? Si je décide de faire un x5, c'est possible, tu vois. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est Mm. possible? C'est quoi mon degré de confiance pour atteindre cet objectif de 0 à 10? Si je suis à 2, c'est que probablement, je peux un peu remodeler déjà mon objectif de base. Une fois qu'on a cet objectif qui est posé, on va du coup, en l'occurrence, quand on parle de chiffre d'affaires, saucissonner ce truc-là et se dire, OK, si je dois faire, je dis n'importe quoi, tu vois, mais si je dois faire 30 000 € de chiffre d'affaires cette année, euh, combien de ventes est-ce que ça représente, sur quel produit, et du coup, je vais découper comme ça, en fait, mon objectif de chiffre d'affaires pour le transformer en objectif de vente. Mhm. Ou en tout cas en stratégie, tu vois, d'augmentation du chiffre d'affaires si on veut augmenter son chiffre d'affaires. Donc, je le divise et je dis, OK, 30 000 € de chiffre d'affaires, ça représente X clients à convaincre, entre guillemets, avec un budget moyen de Y. Donc, du coup, je vais découper ce truc-là. Et après, je vais me demander, bah, OK, pour avoir autant de clients, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour les trouver et ou pour les convaincre. Et du coup, là, évidemment, il peut y avoir plein de stratégies possibles. Ça peut être une stratégie type, bah, en fait, j'ai déjà, par exemple, une communauté, une visibilité, et du coup, je vais capitaliser sur ça et je vais planifier des lancements. Donc, en fait, je vais tout simplement parler de manière un peu intense de mon offre à certains moments de l'année pour créer, entre guillemets, un appel d'air en termes de clients. Ça peut être une stratégie de visibilité, de me dire, mais en fait, une de mes stratégies cette année, ça va être d'intervenir, par exemple, je te dis au hasard, d'intervenir sur plus de podcasts. Et Mhm. du coup, bah, je vais peut-être avoir un projet dans mon année qui va être d'aller démarcher des autres de podcasts pour dire, eh voilà, moi j'ai cette expertise-là, je pense que ça pourrait intéresser son audience parce que ABCD. Est-ce que ça t'intéresserait que j'intervienne sur ton podcast? Donc en fait, il y a plein de... Enfin, voilà, on va brainstormer et on va se demander, OK, quelles vont être les stratégies les plus efficientes, c'est-à-dire celles où je vais mettre le moins d'efforts pour le plus de résultats. Et puis dans quelle mesure est-ce que j'ai les compétences et, comme tu le disais, les ressources pour mettre en œuvre ces stratégies. C'est-à-dire, si par exemple ma stratégie c'est de faire de la publicité, mais que j'ai aucun budget à allouer à ça, bon, bah, il y a bien un moment où ça va poser un problème. Et donc là, du coup, quand on est face à un truc où, en réalité, je pense que c'est assez rare, tu vois, que on pose des stratégies tellement hors sol par rapport à notre réalité, que ça remette vraiment en cause des choses. Mais par contre, il peut y avoir une espèce de phénomène d'ajustement de l'objectif une fois que tu as posé ta stratégie et que tu regardes ton année et que tu as joué à Tetris, en fait, avec tes différents blocs. Bah peut-être que là, tu vas te dire, en fait, ce projet-là, il rentre pas dans mon année. Genre, peut-être que en fait, je vais pas avoir la bande passante pour lancer cette nouvelle offre que j'avais prévu de lancer et que du coup, le chiffre d'affaires que j'avais mis derrière, bah, je le rentrerai peut-être pas cette année, mais je le rentrerai peut-être l'année prochaine. Donc, ça veut dire que mon chiffre d'affaires, je vais peut-être l'ajuster un tout petit peu, tu vois, par rapport à ce paramètre-là. Mais globalement, l'idée, c'est quand même d'avoir déjà un objectif réaliste de base
en vrai, et après, derrière, d'avoir des stratégies qui soient cohérentes, qui soient cohérentes. En fait, je pense qu'on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est pas Mm, si compliqué que ça. complètement. C'est-à-dire que, et en plus là, on enregistre un podcast, du coup, on n'a pas les supports visuels, tu vois, pour dire, en fait, enfin, si je devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, tu vois, ce serait presque, si on doit le faire de manière très rapide et très low-key, je dirais, c'est, tu prends un objectif, un seul déjà. Déjà, si tu te poses un objectif, mais qu'il est clair, qu'il est défini, que tu as une stratégie qui va derrière, on n'est déjà pas si mal. Tu poses un objectif et tu te dis, OK, quelles sont les actions, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre ces objectifs? Et tu définis deux, trois grandes stratégies à mettre en place dans ton année. Et une fois que et tu fais ça sur un post-it, tu vois, tu as ton post-it objectif, ton post-it Mhm, stratégie 1, ton post-it stratégie 2, ton post-it stratégie 3. Et une fois que tu as ça, bah en fait, tu vas tout simplement te dire, OK, bah par quelle stratégie est-ce que je commence? C'est-à-dire par quel projet ou par quelle tactique, entre guillemets, est-ce que je vais commencer? Sur quoi est-ce que je vais me focaliser en premier? Et du coup, tu as la première brique de ta roadmap, en fait. mm, Et je pense que c'est, enfin, tu vois, si tu le résumes comme ça, tu te dis pas, ah là là, mon Dieu, c'est hyper compliqué. Évidemment qu'il y a plein de questions et qu'il y a plein de subtilités qui viennent derrière. Mais en réalité, je pense qu'il ne faut pas se laisser arrêter justement par le côté, ah, c'est technique, c'est prise de tête, c'est mhm, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est mesurable, etc. Parce que sinon, du coup, tu le fais jamais. Et du coup, tu continues d'être dans le flou. Et en mhm. fait, tu continues de ne pas vraiment avancer. Mais je suis convaincue que les gens qui nous écoutent l'ont déjà peut-être fait Ouais. inconsciemment ou même consciemment, hein, avec des petites to-do list, avec des éléments à mettre en place, avec contacter telle personne, etc. Ça fait déjà partie d'une roadmap, sauf qu'on est vraiment dans les mini-tâches, les micro-tâches d'une roadmap et qu'on n'a pas tout le reste. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir toute la carte et gérer tout le GPS un peu pour être sûr en fait de ne pas se tromper en chemin parce que quand on a un objectif en tête et qu'on l'écrit, parce qu'on le sait tous, en début d'année, on écrit tous nos objectifs, on n'a pas de cadre, tu vois. Et du coup, on risque de partir d'un côté, d'un autre, etc. Et on a du mal à mesurer après ce qu'on a réellement fait. Et pour moi, la roadmap, ça a vraiment permis déjà de un, de cadrer, mais surtout de pouvoir mesurer ce qui était réellement à succès et les choses qui ne servaient à rien et qui me donnaient juste la sensation d'être en train de travailler et de faire, juste pour que mon inconscient et pour que ma tête se dise, OK, tu es en train de travailler alors que j'ai passé des heures devant l'ordi qui n'ont servi à rien. Et tu parlais justement de la technique du post-it, de les avoir face à soi. Euh, Est-ce qu'il y a une technique pour justement l'adopter au quotidien? Parce qu'on le sait toutes les deux, adopter une nouvelle approche, une nouvelle routine, ça peut être difficile à mettre en place. Mais surtout, j'ai la sensation que et ça a été mon cas. Quand j'ai voulu adopter la roadmap, j'ai tout bien défini. C'était magnifique, c'était très beau. Il y avait des trucs un peu partout. J'ai eu la vision de mon année, etc. Et après, ben, j'y suis retournée 2 fois et puis plus rien. Et je suis retombée dans mes travers de la to-do list. Alors, mon calendrier, il fait comme ci, comme ça. Et c'est plus tard, en fait, que je me suis rendu compte que je retombais dans un schéma qui n'était pas le bon. Et j'ai dû moi-même me forcer à tous les jours aller consulter cette roadmap et me dire, il faut absolument que je suive ce GPS. Est-ce qu'il y a une technique qui te permet de l'adopter plus facilement ou de le voir constamment? Comment est-ce qu'on fait pour que ça fasse partie intégrante de notre quotidien? Mais en fait, j'ai envie de dire que la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que je pense que tu as clairement mis le doigt sur le pain point, on va dire, des gens qui mettent en place une roadmap et en fait, tu le fais, tu es hyper motivé, c'est le début d'année, du coup, tu as ta feuille de route, tout est bien organisé, tu as tes petits projets, tu sais où tu vas, tu avances avec clarté, etc. Et du coup, déjà, rien que ça apporte un énorme bol d'air en Mm, réalité parce que du coup, comme tu disais, c'est vraiment comme un GPS. C'est pas en mode, tu as un objectif et tu sais pas par où commencer et tu fais tout d'un coup, mais du coup, tu t'éparpilles, etc. Là, au moins, tu sais avec clarté, ok, d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Le problème, c'est que ce truc-là, ce document, quelle que soit la forme que ça prenne, t'as pas envie qu'elle prenne la poussière pendant un an dans un coin de ton ordi ou dans ton placard et que du coup, ça ne te serve à rien. Donc, la première chose, c'est évidemment de la mettre en évidence dans ton quotidien. Ça veut dire si tu es dans un bureau, ça peut être l'accrocher au mur, tu vois, donc c'est-à-dire avoir vraiment ce repère visuel. Tant qu'à faire, autant la pimper pour faire en sorte que ce soit joli et que ce soit motivant. Et puis tu te mets des petits checks quand tu fini le projet et tout. Donc ça peut être une solution. Version ordinateur, quand on n'a pas forcément envie d'avoir sa roadmap au-dessus de la tête ou derrière soi ou je sais pas où en permanence.
ça va être de tout simplement l'intégrer dans tes habitudes de travail. Donc, alors là, pour le coup, ça dépend un petit peu des outils qu'on va utiliser, mais typiquement pour les gens qui vont utiliser des outils, ce qui est à mon sens conseillé, mais des outils de gestion de projet pour piloter leur business, c'est-à-dire un Notion, un Trello, un Asana, peu importe, bah, ça va être de faire en sorte que cette roadmap, ce soit pas juste un joli visuel, mais que ce soit quelque chose qui soit vraiment intégré à la construction de ton espace. C'est-à-dire que, en fait, la roadmap, c'est comme une espèce d'entonnoir. Tu pars de ton objectif ou de tes objectifs. Tu crées ta roadmap, c'est-à-dire vraiment la feuille de route stratégique pour ton année, typiquement. Et puis après, derrière, ça va normalement te dessiner quels sont les projets, quelles sont les actions que tu vas mener. Et du coup, pour moi, c'est vraiment cet entonnoir-là, il faut qu'il soit euh, traduit techniquement et en termes d'outils, tu vois, dans ton quotidien. Et ça veut dire, bah, par exemple, pour les gens qui utilisent des outils comme Notion, ce qui est mon cas, ça veut dire avoir une base de données avec tes projets et tes tactiques, et puis une base de données avec tes tâches, et du coup relier les deux pour que tu puisses, en fait, intégrer de manière hyper fluide les projets stratégiques et les tactiques stratégiques, enfin les choses que tu veux mettre en place pour atteindre tes objectifs à tes tâches au quotidien. Donc ça, c'est le premier truc, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce que vraiment je vais faire en sorte d'intégrer ces éléments de roadmap, comment est-ce que je relie ça à ma to-do du quotidien, tu vois. Mm. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc à faire, à mon sens, de manière, enfin, c'est sûr et certain, c'est tout simplement d'avoir des moments de révision, c'est-à-dire minimum, et j'ai bien dit minimum une fois par mois, si c'est plus, c'est je vais sur ma roadmap, je me demande, OK, où est-ce que j'en suis? Et normalement, quand on a des habitudes d'organisation, en fait, on sait déjà où on en est, puisqu'on a déjà mis à jour plus ou moins au fur et à mesure les actions, le plan d'action des projets, ce genre de choses. Et du coup, je vais aller regarder, me dire, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis sur les rails et dans les temps par rapport à ce que j'avais prévu? Est-ce que je suis un petit peu en retard? Est-ce que ça se passe comme ce que j'avais imaginé? Et du coup, de pouvoir faire une espèce de de reboot, tu vois, Mhm. et de se dire, OK, je remets le doigt sur mes priorités, je me remets en contact très fort avec mes priorités, je remets les points sur les i, les barres sur les t, là, et OK, donc là, si normalement, dans ma roadmap, les priorités, c'était ça, est-ce que c'est vraiment sur ça que j'ai passé mon temps le mois précédent? Et sur quoi est-ce que j'ai besoin de mettre du temps et de l'énergie le mois suivant? Et pour moi, c'est cet effet de bascule d'un mois à l'autre, c'est-à-dire vraiment un rituel mensuel de je fais le bilan du mois et je planifie le mois suivant. Pour moi, c'est vraiment la brique, si tu ne l'as pas, alors là c'est mensuel, mais ça peut très bien être toutes les 2 semaines, tu vois, ou plus régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, une roadmap, il suffit pas juste de la poser, il faut la réviser et y revenir régulièrement pour l'ajuster aussi, parce que, soyons honnêtes, entre ce que tu poses en janvier et ce qui se passe dans la vraie vie, Il y a un on le monde. sait qu'il y a des choses qui vont se passer, parce que la vie est faite de plein d'imprévus, de plein d'idées, d'envies qui bougent, etc. C'est normal et c'est OK. Mais du coup, si tu fais pas évoluer ta roadmap en même temps, bah il y a un fossé qui se creuse qui est tel qu'elle ne te sert plus à rien, tu vois. Complètement. Et je trouve que c'est important que tu dises ça parce que quand on fait cet exercice de comment est-ce que tu te vois dans un an, comment est-ce que tu te vois dans 3 ans, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, en fait, c'est impossible de répondre à cette question dans 5 ans. Quand bien même pour certaines personnes, vous avez déjà l'idée, pour beaucoup, on ne sait pas. Et le fait de devoir poser une année complète, ça peut faire peur de se dire, mais au final, moi, au mois de juillet, j'ai toujours un peu une idée farfelue parce que j'ai plus de temps pour réfléchir sur mon business. Au final, en septembre, ben, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, une roadmap sur 6 mois et de faire des mini roadmaps dans nos projets? Et les 6 prochains mois, on ajustera où il faut vraiment que la roadmap ce soit sur une année complète. Il vaut mieux petit à petit venir l'ajuster, etc. Qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je recommande de faire un truc qui fonctionne pour soi. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire non, la méthode a dit 1 an, alors du coup c'est 1 an. On s'en fout. Enfin vraiment, pour le coup, j'ai Mm. envie de dire si pour toi ça ne marche pas sur 1 an, mais que par contre sur 6 mois, tu as la visibilité et que ça te permet de gagner en clarté, il vaut mieux avoir un plan parcellaire sur ton année, un plan imparfait sur 6 mois, qu'un plan parfait qui reste dans ta tête, mais que tu ne mettras jamais sur papier ou tu vois qui. En fait, je préfère que tu aies un plan sur 6 mois là maintenant, plutôt que tu n'aies jamais de plan sur un an. Tu vois ce que je veux dire? Ou Mm. en tout cas que tu t'essayes et tu dises, mais en fait, ça marche pas parce que moi, sur 1 an, j'ai trop d'envies qui me viennent et que du coup, j'ai tout le temps envie de faire bouger les choses. Faites sur 6 mois si c'est 6 mois. Et puis, je pense que en fait, de manière naturelle,
quand même au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance, je pense, dans notre expérience de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal remarqué. Au fur et à mesure, tu as quand même de plus en plus envie d'anticiper et besoin d'avoir cette clarté parce que c'est quand même rassurant. Et que Mm. c'est quand même un truc que je remarque depuis un petit moment. Quand tu démarres, c'est normal d'avoir toute cette énergie créative, d'avoir envie de lancer plein de trucs. Et puis, tu as un peu le côté aussi, bon, déjà, tu as la liberté que peut représenter l'entrepreneuriat de je peux donner vie à mes idées Ouais. comme ça. Et c'est aussi ce qu'on cherche, donc c'est trop bien. Mais il y a aussi, au fur et à mesure, un besoin en fait de structurer les choses, Mhm. d'avancer de manière un petit peu plus stratégique et pas juste comme un petit chiot fou, tu vois, qui court dans tous les sens. Et au bout d'un moment, tu commences à avoir la sagesse qui s'imprègne en toi et tu sens que tu as besoin malgré tout d'avoir cette anticipation. Et j'ai envie de dire, c'est vrai quand tu commences à avoir un business qui se consolide Mhm. quand tu es solo. C'est d'autant plus vrai quand tu commences à avoir envie typiquement d'intégrer d'autres personnes à ton business parce que malgré tout, enfin, il y a plein d'avantages évidemment à passer le cap de la délégation et à aller construire une équipe autour de soi. Un des désavantages qui peut en être un sans en être un en réalité, mais c'est que malgré tout, quand tu travailles avec d'autres personnes, tu as besoin de donner de la visibilité à ces autres personnes. Tu as besoin de leur permettre d'anticiper les choses. Tu as besoin de leur donner cette clarté, tu vois. Et en l'occurrence, quand tu délègues une feuille de route business, c'est pas que c'est essentiel, c'est que c'est vraiment genre indispensable. Si tu fais 100, Mm. t'es juste en train de... T'es conducteur de bus, là, t'as tout un quart derrière toi, et puis tu sais pas où tu vas, mais tu y vas à fond. En fait, ça fonctionne pas, tu vois. Mais c'est surtout qu'après, quand bien même tu veux t'entourer, tu ne sais pas quoi leur donner à faire parce qu'en fait, Exactement. tu as tellement l'habitude d'être constamment toujours en train de tout faire. Et moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec les roadmaps, c'est quand j'ai commencé à m'entourer et à me rendre compte qu'au final, c'est des gens qui ne peuvent pas rentrer dans ma tête et qui ne peuvent pas comprendre le fond du projet s'ils n'ont pas tout le chemin, toutes les étapes de, OK, là, on va faire un stop là, et puis après, on va faire un point. Là, on va faire un autre stop à tel moment parce que vous allez bloquer ou parce que moi-même, je vais bloquer, j'ai besoin de vérifier et j'ai besoin de comprendre dans quelle direction on va. Et l'important, c'est cette fameuse clarté, comme tu le disais, mais surtout cette fameuse tranquillité d'esprit. Parce que mine de rien, quand tu sais pas où tu vas, tu as conscience de pas grand-chose. Et je me suis rendu compte que c'était la source de mon plus gros stress en tant qu'entrepreneur. Parce qu'encore une fois, hein, tu le dis, tu as la fougue. Moi, en plus de ça, j'ai commencé sans trop le prévoir. Je méconnaissais tout de l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai fait toutes les erreurs, certes, mais j'étais très stressée. Parce qu'au final, je me disais, mais demain, on va faire quoi? Et dans une semaine, je vais faire quoi? Et tu sais, tu es toujours dans cette attente de je ne sais pas en fait. Mm. Et le fameux je ne sais pas, à un moment, il faut le poser. Et au-delà de ça, au-delà du stress, il y a vraiment un facteur de concentration. Est-ce que c'est normal que la roadmap te facilite la vie en termes de concentration? Parce que moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai eu l'impression de plus du tout m'éparpiller. Et vu que tout était cadré, bah en fait, je fais des trucs en 2 heures alors qu'avant, ça me prenait 5 heures. En fait, je pense que c'est normal. Alors, sur la concentration du quotidien, c'est normal parce que du coup, tes priorités sont beaucoup plus claires. Donc, en fait, t'es pas en train de jongler avec 125 balles, tu es en train de jongler avec 2, 3, 4 balles Complètement. que tu as identifiées comme tes priorités. Donc, du coup, tu t'éparpilles beaucoup moins au quotidien. Et après, d'un point de vue, si on prend un petit peu de hauteur, tu t'éparpilles aussi moins dans ta stratégie et tu es moins en train de, tu vois, de pédaler dans la semoule pour faire, pour ne rien faire. Ou alors, et ça c'est un truc que je remarque aussi beaucoup, pour la team des gens qui sont impatients et justement qui ont genre 125 000 idées à la minute et qui ont envie de tout faire en même temps, en fait, à un moment, soyons honnêtes, tu ne fais pas tout en même temps. Ou en tout cas, tu fais pas tout bien en même temps, tu fais pas tout efficace en même temps. Ça ne fonctionne pas. Donc la roadmap, ça aide aussi à structurer ça et à canaliser entre guillemets son impatience et de se dire mais en fait c'est pas grave si ce projet là, tu vois, quand tu te lèves un matin et que tu as une idée de génie et que tu te dis ah là là ce serait trop stylé si je lançais ma communauté sur Discord, tu vois, je te dis n'importe quoi. Ouais. On a tous des moments comme ça où on se lève le matin et on a envie de faire un truc et t'as la flamme qui brûle tellement fort que t'as envie de le faire tout de suite. Tu vois. Le fait d'avoir la roadmap, ça te permet de remettre un petit peu de rationalité, je pense, dans ce truc-là, de te reposer la question, est-ce que là, cette idée-là, j'ai vraiment besoin de la mettre en place là maintenant? À quel Mm. point est-ce que c'est aligné avec le reste de tout ce que je fais? À quel point est-ce que c'est aligné avec ma vision et où est-ce que je veux aller? Et comment est-ce que ça va impacter mes objectifs si je le fais là maintenant? Parce qu'en fait, le principe, c'est quand même que à un moment, si tu mets pas ton énergie dans quelque chose, bah en fait ça va pas fonctionner. Donc si je lance cette idée-là, je sais pas si je lance ma communauté sur Discord, c'est du temps et de l'énergie que je vais pas mettre ailleurs
dans Mm, mon business. Et donc, le fait d'avoir une roadmap, ça permet vraiment de canaliser ce truc-là en se disant, mais cette communauté Discord, c'est pas grave si je la lance pas là maintenant, mm, potentiellement, mais je me sens pas frustrée non plus parce que j'ai un horizon en me disant, mais en fait, ça arrivera en janvier. Et mm, là, je reste focus sur ce que je vais faire, mais au moins, j'ai un horizon de réalisation, tu vois. C'est un peu le truc de, ah là là, j'ai trop envie de vacances. Le mm, fait d'avoir déjà booké tes billets et ton Airbnb ou ton hôtel ou je sais pas quoi, ça apaise déjà en mm. partie tu vois, ce besoin urgent, parce que tu as un horizon auquel ça va arriver. Ouais, parce que tu sais que dans ta tête, dans tous les cas, même si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Et du coup, vu Exactement. que c'est dans ton calendrier, consciemment, hein, ça te tranquillise. Plutôt que de te dire, en fait, c'est qu'une idée comme ça qui est perdue dans l'air, j'en fais quoi? Et c'est cette fameuse prise de décision. Toi, il y a un terme que tu utilises que j'aime beaucoup, c'est la fatigue décisionnelle des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien parler de ce qu'on ne voit pas, d'une charge qui est invisible et on se dit, bah, en final, c'est facile, tu fermes juste ton ordinateur et puis ça va, quoi. Est-ce que tu peux me parler de cette fatigue? Ouais, donc en fait, la fatigue décisionnelle, si je résume très fort, c'est on imagine qu'on commence la journée avec un stock de facultés de prise de décision. Donc, je sais pas, c'est genre un bocal de bonbons, tu vois, et chaque décision que tu prends, tu manges un bonbon. Mais en fait, au bout d'un moment, ton bocal, il va être vide. Et en fait, la fatigue décisionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que factuellement, je crois que le chiffre, c'est 30 ou 35 000. On prend plus de 30 000 décisions par jour, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Chaque mot que tu choisis, le fait de, tu vois, genre, tu prends ta tasse, tu bois, c'est une décision en soi. Même si intellectuellement, tu ne la vois pas, ça reste une décision. Et en fait, la fatigue décisionnelle, c'est le fait d'arriver au bout de sa faculté à prendre des décisions et du coup d'être dans une espèce de tétanie de je ne sais plus quoi faire. C'est de la fatigue, tu vois. Je te donne un exemple hyper parlant. Hier, je vais faire des courses, genre comme tout le monde, évidemment, et la personne qui m'encaisse me demande est-ce que vous voulez le ticket ou pas? Hmm. Encore une décision, mais genre en fait, et du coup j'étais complètement bloquée. J'étais là, franchement, madame, je suis désolée, mais je sais pas. Genre vraiment, je sais pas. Il est 18 h là, voilà, j'ai pris 125 000 décisions aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais le ticket ou pas. Est-ce que ça a de l'importance? Non, choisissez pour moi. Et en fait, c'est exactement ça la fatigue décisionnelle. Alors évidemment, quand c'est sur un ticket de caisse, on s'en fiche. Ouais, Mais par contre, quand c'est sur un business, au bout d'un moment, on a vraiment cette fatigue qui est de plus en plus présente et qui finalement peut être un vrai point de blocage quand on est entrepreneur, parce que quand on n'est plus capable de prendre des décisions, qu'elles soient petites ou grandes, ben en fait, le business, il a beaucoup plus de mal à avancer, quoi. complètement. Ça s'appelle avoir la tête sous l'eau et avoir la tête dans le guidon. C'est-à-dire que tu... Exactement. Et c'est le truc, tu sais, t'es collé au mur et t'as tellement aucune capacité de prise de recul que tu ne sais pas si ce mur-là, ça se trouve, il y a juste 20 centimètres de parpaing devant toi et tu peux juste le contourner ou est-ce qu'il faut l'escalader? Enfin, tu vois, en fait, c'est ça la fatigue décisionnelle. Complètement. Et surtout, ça s'accumule si vous avez la sensation d'avoir des gens autour de vous qui ne sont pas forcément entrepreneurs et vous cherchez forcément la solution ailleurs parce que dans ces moments-là, on attend toujours à ce que la personne se dise, ben, au final, là, je t'expose mon problème, je sais que tu vas m'aider et que la personne face à toi te dit, Marine, je ne sais pas. Ça m'est arrivé 1 milliard de fois d'être dans le flou, de demander de l'aide à mon entourage, à mes proches. Personne n'est dans l'entrepreneuriat et qui me regarde en mode, mais c'est toi qui sais, enfin, la stratégie, c'est avec toi. Mais sauf que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. L'idée, c'est quand même de se faire un minimum accompagner. Comment est-ce qu'on peut sortir de la tête du guidon avec toi? Comment est-ce qu'on peut trouver de l'aide auprès de toi, que tu puisses mettre un peu ta tête dans notre business? Alors la première, je dirais, il y a trois niveaux graduels. Premier niveau, c'est déjà écouter le podcast. En vrai, je partage déjà énormément de choses sur le podcast Bye Bye Procrastination. Mm. Et il y a déjà, je pense, pas mal de matière à aller récupérer. Je dirais que ça vous donnera un bon aperçu de ce dont je parle, ce sur quoi je suis capable de vous aider ou pas, ou pas. Le deuxième niveau, je dirais, donc là, je suis en train de finaliser la création justement d'une formation sur cette question de la roadmap, de comment est-ce qu'on définit les bons objectifs pour soi et pour son business, comment est-ce qu'on construit une stratégie autour de ces objectifs, comment est-ce qu'on planifie justement son année, son trimestre, etc. Et puis après, bah, tu l'as dit, l'enjeu, c'est de réussir à faire vivre ce plan d'action au quotidien. Et donc, du coup, comment est-ce que je m'organise au quotidien pour faire de la place pour ces actions et ces projets stratégiques. Donc ça, c'est la formation qui va arriver dans les semaines qui arrivent. Et puis, le dernier niveau, on va dire, c'est vraiment un coaching où là, du coup,
On travaille, donc c'est le programme de coaching que j'ai, il s'appelle BFS. Et donc, en fait, il y a, on va dire, entre 8 et 10 entrepreneurs qui partagent des problématiques de gestion du temps, de tête sous l'eau, de charge mentale, etc. Et donc, on travaille vraiment à la mise en place d'un système d'organisation qui va venir soutenir soit le développement du business, soit l'équilibre vie pro, vie perso. Souvent, ce qu'on aime, c'est quand ça fait les deux, c'est-à-dire à la fois j'arrive à atteindre mes objectifs business, mais de l'autre côté, je ne fais pas de sacrifice sur ma vie perso. Donc c'est ça l'enjeu. Et là, pour le coup, dans le programme, c'est vraiment un accompagnement à 360. Tu vois, on parlait tout à l'heure de délégation, de structuration, de process. Typiquement, quand on parle de fatigue décisionnelle, mais les amis, mais mettez en place des process dans vos business, vous allez voir comment ça soulage la charge mentale. Ouais. Ça ne fait rêver personne, mais c'est vraiment un game changer en termes de charge mentale et de fatigue décisionnelle. Donc, tous ces sujets-là, vraiment de structuration à 360, c'est dans le coaching. Et là, pour le coup, bah, c'est vraiment un accompagnement où je vois les entrepreneurs que j'accompagne minimum une fois par semaine. On se met les mains dans le cambouis, je les aide à construire des outils, etc. Donc là, c'est déjà un accompagnement plus long et puis aussi beaucoup plus intense et beaucoup plus personnalisé, quoi. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Claire dans le sens où tout est lié, tout fait bloc sans qu'on s'en rende réellement compte. Au final, les process, l'organisation, la roadmap, nos objectifs, même tout, même votre stratégie de contenu, elle est liée à tous ces points. Donc, je vous mets tous les liens, moi, juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pouvez déjà aller écouter l'épisode de podcast, voir tous les épisodes de podcast de Claire qui sont vraiment des mines d'or quand vous avez cette fameuse tête dans le guidon. Et après, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit ou la moindre question à la contacter, elle sera bien entendu à votre disposition. Petite Absolument. note quand même importante avant de terminer, parce que je trouve que c'est très en lien avec tous les éléments qu'on a évoqués. Tu vas couper Instagram, tu vas couper tes DM Instagram. J'ai coupé mes DM Instagram. J'ai pas désinstallé l'application vraiment, mais je la suspends quasiment tous les jours. En fait, ça fait partie, tu vois, tu parlais tout à l'heure des trucs que tu faisais qui t'occupaient, Mhm. mais qui avaient un impact faible, voire nul, voire négatif Mhm. sur le développement de ton business. Et moi, c'est un peu ce que j'ai contacté sur Instagram. C'est-à-dire que Instagram, ça fait 6 ans, 7 ans, je pense que j'y suis. Ça fait un bon moment déjà que je publiais plus de contenu de manière régulière et que c'était plus un canal pour moi. Et en fait, le fait, justement, on parlait du podcast, le fait d'avoir un podcast, aujourd'hui, mes clients viennent du podcast et du coup, je peux, dans une certaine mesure, m'affranchir Mhm. de, des logiques réseaux sociaux, ce qui, moi, me va très, très bien parce que du coup, je suis pas en train de remplir un saut percé de contenu. Et du coup, ouais, j'ai pris la décision de d'arrêter. Enfin, vraiment de. En fait, tu vois, il y avait un peu le truc de. Tu me pardonneras l'expression de. T'as le cul un peu entre deux chaises. C'est-à-dire, à la fois, tu as conscience que potentiellement Instagram peut être un levier de croissance pour ton business. Et en même temps, moi, tu vois, j'avais plus la flamme, quoi, pour le coup. Et du coup, j'avais vraiment du mal à prendre cette décision de manière ferme de, bah, en fait, non. Genre, Mhm. fais un pacte avec toi-même, tu peux te serrer la main, on peut prendre la décision ensemble que non, Instagram, c'est pas de là que viendra ton business et c'est OK. Et du coup, j'ai pris cette décision-là et franchement, c'est très, très chouette de se libérer justement d'une injonction et d'une obligation qu'on se met tout seul et qui nous fait genre pas du tout kiffer, quoi. Complètement. Et c'est complètement aussi en contradiction avec tout ce qu'on peut toujours lire du business. Il faut absolument être sur Instagram. C'est là où vous trouverez les meilleures opportunités. Bah, comme quoi, hein, comme l'a dit très, très bien dit Claire, à partir du moment où vous allez adapter vos approches à vos objectifs, si vous sentez que c'est plus du tout aligné avec vous-même et avec vos envies, bah, vous avez le droit de pas le faire, en fait. Et c'est ça que Après, j'aime. je mettrais juste une nuance. Je pense que c'est important de le dire parce que faut pas croire que genre j'ai arrêté Instagram, j'ai lancé un podcast et boum, trop facile. Complètement. Instagram, j'y ai été pendant longtemps, j'ai construit une communauté pendant longtemps sur Instagram, j'ai construit ma liste email enfin j'ai construit ma liste email à partir d'Instagram et à partir d'un blog pendant longtemps. Et le fait que le podcast aujourd'hui soit une source de clients et une source de trafic entre guillemets vers mes produits et mes services, c'est aussi parce que je suis pas partie de zéro sur le podcast. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai lancé mon podcast, j'avais déjà une communauté, déjà une audience, et qu'il y avait déjà un effet d'entraînement, tu vois, en Ouais. termes d'algorithme, de bons classements dans les podcasts, etc. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce que je veux pas vendre un miroir aux alouettes à des personnes qui se lanceraient tout juste et qui se diraient, non mais Instagram et les réseaux sociaux, rien à faire. Moi, je vais directement lancer un podcast et ça va marcher. Peut-être que ça peut marcher, je dis pas du tout que c'est pas le cas, mais en tout cas,
C'est juste pour dire que si aujourd'hui le podcast fonctionne Mhm. très très bien pour moi, c'est aussi parce que c'est l'héritier de tout un historique qui prenait en compte pour le coup les réseaux sociaux. Et qui était en lien avec tes objectifs et toute ton organisation en interne, avec Absolument, absolument. processus, roadmap, comprendre qu'est-ce qui a été mis en place, comprendre comment est-ce que le podcast s'est développé. Donc, il y a aussi cette vision, comme tu le disais très bien, à 360. Je vous mets encore une fois tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pourrez aller consulter toutes les ressources de Claire et commencer à travailler sur ces actes si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à toi, Claire, pour ton partage, pour cette transparence. Vraiment, c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi.